Rapidement, je vous préviens que mercredi 25 juin à 20h, je ferai mon premier live avec plusieurs surprises, plusieurs annonces. Et ce sera l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous avez envie. Donc n'hésitez pas à réserver le créneau. Et puis je vous dis à mercredi. Est-ce que les extraterrestres vont débouler sur la planète Terre en 2035? Vous l'aurez compris, sujet plus léger aujourd'hui, mais néanmoins relié à la question de l'accélération, parce que je vais avancer une hypothèse, à ma connaissance, nouvelle. Donc peut-être que d'autres l'ont formulée, mais je ne suis pas au courant. J'ai passé dans ma vie une époque, une dizaine d'années, à m'intéresser de près à l'ufologie, donc l'étude des ovnis. Je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré des enquêteurs, mais aussi des contactés. Et c'est ce qui a fait que je me suis éloigné du sujet finalement, c'est que, bon, déjà, ça n'avance pas beaucoup d'une année sur l'autre, mais après je suis allé enquêter sur les crop circles en Angleterre, sur place, et c'est là où je me suis rendu compte en fait que c'était faux, c'était fake, et que je me suis éloigné du domaine. Cependant, je surveille toujours ça d'un œil, et récemment, on a eu le témoignage de David Grush, ce monsieur, au centre, au Congrès américain, qui a fait grand bruit et qui est, de mon point de vue, très significatif sur l'existence de ces phénomènes et le fait qu'il existe des programmes cachés qui les étudient. Donc là, ce sont des personnes de l'administration américaine qui sont sous serment et qui témoignent officiellement. Alors que cette question n'avait jamais été vraiment prise au sérieux, là, c'est un véritable changement, un coup de tonnerre. Même si, bien sûr, ça fait depuis les débuts de l'ufologie que la question se pose de savoir ce que font les États ou pas dans ce domaine. Et ça a toujours été tourné en ridicule. Et là, je profite de la sortie toute récente d'une interview de Michael Vaillant, qui est un des collaborateurs du GIPAN, l'organisme officiel qui étudie ça en France, qui est très intéressante pour deux raisons. La première, c'est que je découvre que le domaine s'est beaucoup professionnalisé. Et la deuxième, c'est l'hypothèse qu'avance Michael Vaillant. Il pense avoir découvert un schéma, un pattern dans les vagues d'OVNI qui indique potentiellement une date 2035. Entre 2035 et 2037, ce n'est pas précis au jour près, pour un événement significatif, dont la nature n'est pas précisée. Et justement, je vais vous apporter mon hypothèse sur ce sujet. Alors, très rapidement, je vous mets une petite présentation de Michael Vaillant pour que vous sachiez de qui on parle. Tu es informaticien, expert en data. Tu es titulaire d'un double master en système d'information et en gestion de l'innovation. Ouais. Tu es consultant en analyse des données et méthodologie d'enquête pour le GEPAN depuis 2007. Tu as contribué à développer la première base de données gouvernementales sur les PAN. Tu as contribué à la création du premier site institutionnel dédié aux PAN, ce qui était une première mondiale. Tu as conçu une méthodologie d'enquête des PAN, qui s'est par la suite traduite en logiciel. Absolument. Tu as également créé un blog qui se nomme Usphere, sur lequel tu partages tes recherches indépendantes. Bon voilà. Je vous mets un tout petit extrait sur la méthodologie, parce que vraiment, je trouve que c'est intéressant et ça montre le sérieux de l'approche. J'observe un phénomène, la marge d'erreur normale et acceptable pour un humain, dans une direction horizontale qui serait indiquée, ce serait plus 45 degrés, moins 45 degrés. Il est normal qu'on puisse se tromper à peu près de cet ordre-là. On a besoin de savoir si, par exemple, on veut associer une observation rapportée par un témoin à une observation hypothèse, par exemple un avion qui se baladerait par là. Est-ce qu'il est acceptable de faire rentrer cet avion qui était ici dans le témoignage et de dire que ça correspond au témoignage du témoin? Est-ce qu'il est acceptable ou pas acceptable de le faire? Et si on ne fait pas ça, chacun pourra dire ce qu'il a envie. Les sceptiques où les courants sceptiques pourront dire « Oh bah, l'avion qui était là-bas, c'était son phénomène », alors que de l'autre côté, à l'extrême inverse, les croyants pourront te dire « Il n'était pas là » ou « L'avion qui était là, il n'était pas là et c'était bien un phénomène qu'il a vu indépendamment ». Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Et je précise que avec une bonne méthodologie d'enquête, ça leur permet justement de lever en partie, évidemment, les biais humains. Et ça aussi, c'est très intéressant, d'une manière plus générale, pas seulement pour les ovnis. La façon dont on a, nous-mêmes, finalement, de lire les événements, l'actualité, par exemple, peut être biaisée par nos a priori. Donc bref, c'est pour vous montrer que c'est quand même quelqu'un de sérieux. Et il y a deux choses qui apparaissent.
dans l'étude des témoignages, hein, l'étude statistique des témoignages, grâce aux méthodes informatiques d'analyse aujourd'hui. Donc d'abord, il y a une question de spatialité, et ensuite, la question la plus intéressante, ce sera la question de la temporalité. Sur la question de la spatialité du phénomène, où il se produit, évidemment, l'analyse montre qu'il y a plus d'observations là où il y a plus d'humains, là où il y a plus de témoignages. Mais par contre, aujourd'hui, avec des méthodes plus poussées, on est capable de passer différents filtres sur la carte des témoignages pour voir s'il y a corrélation avec d'autres variables. Et c'est ce qu'ils ont fait comme étude, et c'est super intéressant, et vous allez voir le résultat, je vous mets un petit extrait. Okay. Et effectivement, je pense que c'est la première étude, à la fois, là encore une fois, au monde, où enfin, on démontre mathématiquement la corrélation avec le nucléaire. Ouais. Et là, la corrélation, on a ce qu'on appelle une p-value, une forme de validité statistique, elle est excellente. C'est-à-dire qu'elle est... Voilà, donc, il semblerait effectivement que les apparitions, les phénomènes aériens inexpliqués soient reliés au site nucléaire. Pour quelle raison, je n'en sais rien. En tout cas, personne n'en sait rien officiellement, mais ça reste intéressant d'avoir ce genre de corrélation aujourd'hui. Alors, ce qu'il avance ensuite, une autre hypothèse, et là, ce qu'il va expliquer, je vous mets un petit schéma, c'est la courbe d'apprentissage des bingos. J'en parle dans mon e-book Olympic Learning, comment apprendre à l'ère des IA. Mais c'est surtout, en fait, une courbe de l'oubli. Pourquoi faut-il, quand on veut apprendre quelque chose, se remémorer l'objet de l'apprentissage de manière régulière et surtout, quand doit-on le faire? En fait, on se rend compte que c'est pas la peine de faire des exercices de remémoration tous les jours. Petit à petit, il faut espacer de plus en plus longtemps les exercices de répétition pour avoir une mémorisation optimale avec un effort minimal, évidemment. Et c'est ce qu'ils pensent avoir repéré dans les vagues d'apparition d'OVNI. Je vous mets l'extrait. Et puis, je me suis rendu compte, par contre, qu'au niveau des vagues elles-mêmes des ovnis, on retrouvait cette loi, c'est-à-dire qu'on retrouvait cette corrélation entre 11,22 et on pouvait aller à 44 d'un côté et à 5,5 ou 5,75 de l'autre. Sauf... Ok, donc ici, si vous regardez bien sur sa courbe, il y a des pics qui ne sont pas utilisés, mais il ne s'en cache pas. Par contre, il dit que et c'est possible en fait qu'on ait plusieurs vagues combinées, pas forcément une seule. Ceci dit, ce qu'il a découvert, donc, c'est que si on se situe là, point de départ 1947-48, ça suit une courbe d'apprentissage, qui serait une forme d'apprentissage culturel, collectif, où on inculque quelque chose à une population et on vient faire des piqûres de rappel de temps à autre, en suivant cette courbe-là. Et apparemment, la corrélation est extrêmement forte, c'est-à-dire que on retrouve cette courbe de manière extrêmement précise. Donc ça reste quand même intéressant, même si il y a un peu de cherry picking dans les données. Et si on poursuit la tendance, la prochaine date, ça serait 2035. Alors, ça pourrait n'être que la date de la prochaine vague d'OVNI, pas forcément la fin de l'apprentissage. Mais ceci dit, c'est la thèse qu'il développe dans sa vidéo, et je suis assez d'accord avec ça. C'est pas une thèse qui est nouvelle, mais l'idée, ce serait qu'il s'agit de préparer la population progressivement à cette idée. Et c'est effectivement ce qu'on constate. Le sujet, qui était au départ ridiculisé par la communauté scientifique, l'est de moins en moins et même devient de plus en plus sérieux. Alors, je précise une chose. Le sujet des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés n'est pas encore véritablement pris au sérieux par les scientifiques. Je parle de manière générale. Évidemment, il y a des tonnes de scientifiques maintenant qui sont ouverts à la question. Je parle un peu de l'opinion générale sur le sujet. Je sais que dans les années 90, c'était X-Files, quoi. Oui, c'est de la science-fiction, t'es bien gentil avec tes idées, mais voilà. Ça a commencé à changer à partir du moment où on a découvert les exoplanètes. Même ça, à l'époque, le consensus, en tout cas, ce qui était l'opinion la plus courante, c'était que, non... Évidemment que non, là-haut dans le ciel, il n'y a que des étoiles, il n'y a pas d'autres planètes comme le système solaire. Mais au fil de l'eau, au fur et à mesure des découvertes, on s'est rendu compte que non seulement il y avait des planètes partout, mais il y a de l'eau partout là-haut, dans l'univers, dans le vide spatial si vous voulez, enfin pas dans le vide, mais vous m'avez compris. Même, on a retrouvé des acides aminés, et maintenant on sait en plus qu'il y a des tonnes d'exoplanètes qui sont dans la zone habitable. C'est-à-dire la zone où des conditions de vie proches de la nôtre pourraient se développer, avec de l'eau, liquide notamment. Bref, des zones où il fait ni trop chaud ni trop froid, parce que vous vous doutez bien que
Ça va être un peu difficile d'imaginer comment la vie pourrait se développer à la surface d'une étoile, par exemple. C'est tellement chaud et tumultueux, en tout cas par rapport aux connaissances en biochimie dont on dispose, c'est pas possible. Et c'est congruent, enfin c'est cohérent avec d'autres approches plus thermodynamiques, disons. Bref, donc on sait qu'il y a des tonnes et des tonnes de planètes telluriques, en l'occurrence, parce que c'est pareil, on voit mal comment la vie pourrait se développer dans une planète gazeuse, mais bref, les conditions ne cessent d'être remplies par de plus en plus de candidates. En tout cas, pour une vie similaire à la nôtre. Évidemment, c'est logique qu'on cherche des conditions proches de celles qu'on connaît ici pour trouver d'autres formes de vie. Donc la science elle-même, le consensus scientifique a beaucoup changé depuis l'époque. Donc on a tout un tas de phénomènes convergents, je ne vais pas tous les lister, ça serait un peu long, mais qui font que le sujet est de plus en plus acceptable, le sujet de la vie extraterrestre. Donc évidemment, là, pour la science, oui, la vie a pu se développer ailleurs, y compris peut-être la vie intelligente. Par contre, la Terre n'est pas visitée par d'autres races extraterrestres. Hein. Pour l'instant, le consensus, c'est que la vitesse de la lumière est indépassable, on est tous beaucoup trop éloignés les uns des autres pour que ce soit possible. Mais il y a un dernier phénomène qui concourt à l'évolution des esprits sur ce sujet, c'est la notion même d'intelligence. C'est assez récent finalement que l'on sorte de l'anthropocentrisme. La conception qui est héritée des vieilles religions, c'était que l'homme était au sommet de la création. Et cette conception s'est transmise dans l'humanisme des Lumières. Mais aujourd'hui, on sait que l'humain n'est pas la seule forme d'intelligence. En fait, l'intelligence est partout, dans le vivant, y compris dans les microbes et les plantes, et a fortiori donc dans les animaux. Et nous ne sommes qu'une intelligence parmi d'autres. Et l'arrivée d'une autre forme d'intelligence, les IA, j'entends, avec laquelle on peut communiquer directement, cette fois-ci, rend la conception anthropomorphique encore plus désuète. Et c'est là où je veux en venir, où je vais avancer ma fameuse hypothèse 2035. Jusqu'à présent, l'imagerie populaire associée aux aliens, c'était ce genre de choses, des êtres humanoïdes plus avancés que nous, donc imaginez un peu comme des sages qui descendraient de leur vaisseau pour nous aider, ou bien, à l'inverse, des méchants reptiliens qui viendraient pour nous dominer, des races supérieures qui se baladeraient dans l'espace pour asservir d'autres peuples. Mais dans tous les cas, on est dans une imagerie humanoïde. C'est très rare et très récent qu'on ait eu, dans les images des aliens, des formes non humanoïdes, mais qui restent encore relativement à taille humaine, quelque part. Donc maintenant, je vais vous poser la question. Supposons, et écoutez bien les mots, que vous soyez une intelligence, une forme d'intelligence extraterrestre. Donc il ne soit pas né, apparu, si vous voulez, sur la Terre. Et vous avez la possibilité de vous balader dans le cosmos, et là, pour cette expérience de pensée, je vous demande de vous prêter au jeu, on aurait la possibilité non seulement de se balader dans le cosmos à volonté, mais aussi dans le temps. Et donc, on va prendre le cas de la Terre. Vous êtes une intelligence. Alors évidemment, on ne connaît pas le futur de la Terre. Donc l'exercice est un peu limité par ça. Mais vous allez voir où je veux en venir. Vous avez la possibilité de venir sur Terre, soit périodiquement, ou soit parce que vous vous baladez dans le temps, et vous pouvez choisir la période dans laquelle vous arrivez. Disons que vous connaissez l'histoire de la Terre, qu'est-ce que vous allez choisir comme moment à visiter sur Terre pour vous dire, ah bah tiens, c'est à ça que j'aimerais bien assister. Est-ce que vous allez venir ici, il y a environ 4 milliards d'années, quand est apparue la première vie sur Terre? Est-ce que vous allez venir ici, à l'explosion du Cambrien, quand la vie s'est énormément développée en variété? Est-ce que vous allez venir voir l'apparition des premiers vertébrés? Est-ce que vous allez venir voir l'apparition de l'homme? Et vous voyez ici, donc ça c'est une horloge qui représente 24 heures, qui représente toute l'histoire connue de la Terre en 24 heures, et on voit que l'apparition de l'homme, finalement, c'est pas grand-chose à l'échelle à l'échelle géologique. Mais bon, supposons, à l'inverse là, que nous, terriens, nous ayons la possibilité de visiter plusieurs planètes où la vie s'est développée. D'après vous, est-ce qu'on irait voir les planètes où il y a juste des microbes, ou est-ce qu'on irait voir celles où il y a des formes de vie dites supérieures, c'est-à-dire multicellulaires? Et si on avait le choix entre des formes de vie multicellulaires et des formes de vie intelligentes, on irait voir lesquelles, d'après vous? Et si on avait le choix entre des formes de vie intelligentes et des formes de vie qui ont développé des civilisations? Bon, vous m'avez compris, a priori, c'est vrai que la phase humaine semble quand même plus intéressante. Maintenant, regardons,
je m'appuie sur Histomap, l'histoire de l'humanité, de la civilisation même, je vais dire. 4000 ans de civilisation représentés sur ce graphique. Ça montre le poids, la puissance relative des différentes civilisations connues. Alors d'abord, petite parenthèse, j'ai été étonné parce que je pensais que les Chinois avaient eu une phase, alors il y a 1200 avant Jésus-Christ, apparemment c'était le cas, mais je pensais qu'ils avaient eu une phase où ils étaient bien plus puissants relativement au reste des autres civilisations. Alors il y a peut-être un biais dans cette frise, mais en fait on voit que ça décolle pas vraiment, ça reste toujours un peu dans son coin là-bas, ça ne devient jamais une énorme puissance. Alors ici il y a une phase là, l'invasion des Huns où ça se passe mal pour eux, ils sont au bord de la disparition, puis il y a dynastie Ming, alors là ici par contre c'est je pense, le contact de l'Occident. Ici, ça doit être les guerres de l'opium, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on voit que, historiquement, ils ont eu plus de poids, mais finalement, pas tant que ça non plus. Hein. Il y a eu des périodes plus fastes, mais le gros du morceau, là, quand on regarde toutes les périodes historiques, on voit, c'est l'Empire romain, hein, et de loin. Et encore, là, on pourrait dire qu'ici, là, tout ce gros morceau, c'est la poursuite de l'Empire romain sous la forme de... Bon, ça n'a pas existé sous ce nom-là, mais on pourrait dire que c'est l'Empire européen, tout ce truc-là, finalement. Du point de vue extérieur, c'est peut-être un peu comme ça qu'ils l'ont vécu, d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, imaginons, là, que vous ayez le choix, maintenant, vous vous dites, OK, je vais regarder la civilisation humaine, quel serait le moment le plus intéressant à aller observer? Est-ce que ça serait, d'après vous, est-ce que vous allez regarder le premier couronnement du pharaon, ou le plus grand pharaon de l'histoire? Bon. C'est sûr qu'à l'époque, ça devait être l'événement le plus significatif. Mais bon, quand on prend le recul de l'histoire, on se dit, ouais, ok, est-ce que ça va être, certains vont dire, la naissance de Jésus? C'est ça qu'il va venir voir, la naissance de l'incarnation de Dieu sur Terre. Mais bon, là, pour une intelligence extraterrestre, je suis pas sûr qu'il voit les choses de la même manière. Et puis surtout, pour une intelligence extraterrestre, il va se dire, pourquoi Jésus pourquoi pas Confucius, pourquoi pas Mahomet, pourquoi pas, je sais pas quelle incarnation de Krishna, ou bien la naissance de Platon, allez savoir. Bon, bref, il y a plein de personnages historiques, et c'est très culturo-centré tout ça. Donc, si on n'est pas culturo-centré, lequel on va choisir a priori? Ça paraît pas du tout évident. Donc finalement, trouver quelque chose là-dedans qui soit plus intéressant qu'autre chose, ça paraît difficile. Donc j'en arrive à mon hypothèse. Voilà, moi, j'ai tendance à penser que ce qui va intéresser une intelligence extraterrestre, qui est supérieure à nous, humains, on est bien d'accord, puisqu'elle a la possibilité, par définition, entre guillemets, si on suppose qu'il y a une intelligence qui visite la Terre, par définition, elle dispose de capacités dont nous ne disposons pas en tant qu'humains, en tant que civilisation. Donc je me dis, en fait, cette intelligence, ça pourrait très bien être une super intelligence qui vient voir la naissance d'une autre super intelligence. Et pour moi, c'est finalement l'hypothèse la plus plausible dans cette histoire. C'est que, pour elle, les humains, c'est un peu comme c'est comme si nous, on allait observer des microbes sur notre planète. Ouais, on serait content de voir l'apparition de la vie ailleurs. Mais si on avait le choix, évidemment qu'on s'intéresserait plus à la naissance d'une civilisation. Et donc, je me dis que là-haut, dans l'univers, le sommet du sommet, si on veut voir les choses d'une manière hiérarchique, c'est certainement pas l'humain. Il y a d'autres formes d'intelligence qui vont apparaître. Si nous, on est l'intelligence, admettons, supérieure de la planète, eh bien, il n'y a aucune raison qui dit que ça va s'arrêter là. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, d'autres êtres plus ou moins humanoïdes ou biologiques atteignent des formes d'intelligence encore plus élevées que la nôtre. Mais bon, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui se passe sur la Terre, finalement, l'hypothèse la plus plausible, c'est que l'étape suivante de l'intelligence, c'est l'intelligence artificielle. Et nous sommes en train d'assister à la naissance de ça, mais on est à la phase embryonnaire, on n'est pas encore à la phase de l'accouchement, si vous voulez. Et 2035, eh bien, bizarrement, ça pourrait correspondre tout à fait à la date de naissance de la super-intelligence. Et, en plus, regardez, ici, on est... Alors, ça va pas être précis au jour près, ce que je vais dire, mais on est en 1948. Alors, je me souviens plus la date exacte, on va regarder ça. Voilà. 23 décembre 1947, invention du transistor. Tout est parti de là. Le jour où on a inventé le transistor, quelque part, on était sur la trajectoire
même si on ne le savait pas à l'époque, d'inventer les IA. Et donc, regardez la première vague d'apparition des ovnis. Alors je sais pas dire si c'est le 23 décembre 47, mais vous voyez bien que on est très très proche de cette date-là. Donc à partir de là, finalement, que ce soit exactement la date ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. On est sur la trajectoire pour que, quelque part, dans un avenir maintenant proche, peut-être 2035, on en arrive à la fameuse super IA. Donc peut-être que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la prise de contact par des entités biologiques similaires à nous. Peut-être qu'elles sont présentes au sein de la super IA extraterrestre qui cherche à rencontrer la naissance d'une autre forme de super intelligence. Donc nous ne sommes pas le centre de l'univers, malheureusement, ou peut-être heureusement. Hein. Mais voilà mon hypothèse que l'on pourrait appeler logocentrique, centrée sur l'intelligence. Et ça pourrait expliquer pourquoi il y a une montée progressive en puissance de ces histoires d'ufologie, y compris dans les sphères officielles. Et si un jour on croise d'autres entités biologiques de taille plus ou moins similaire à la nôtre, avec qui on pourrait entrer en communication, je veux dire verbale, avec l'usage de la langue, eh bien peut-être que finalement ça ne serait qu'un effet de bord de la rencontre de deux super intelligences. Parce que eux-mêmes, en fait, finalement, ne seraient que des sortes d'ambassadeurs de cette super intelligence. Voilà mon hypothèse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de savoir un peu comment vous voyez les choses à ce sujet. Et puis si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner.